Carmen Parra a 86 ans. Jeudi dernier, elle a accepté de nous recevoir chez elle. Elle vit dans la maison de sa fille, Paquita, près d'Angoulême. Une maison transformée en musée. La chambre, le lit, rien n'a bougé depuis 20 ans. Depuis que Paquita a été assassinée en décembre 1998. Je le fais tous les matins et le soir. Je ne peux pas bouger tant que je ne l'ai pas avancé. Tous les jours depuis 20 ans, Carmen Parra effectue les mêmes gestes. Déplacer la malle, ouvrir le coffre à bijoux, ceux de sa fille, une jeune femme de 30 ans, toujours très coquette. Là, il y a tout ça, c'est des bijoux. Je ouvre le matin, je le mets tout sur le lit. Je passe des heures. Des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et surtout un trésor inestimable. Je vais le déchouer à Paquita. Elle était dans son pays. Impossible pour Carmen de faire le deuil de Paquita, car le meurtrier de sa fille n'a toujours pas été identifié. Pourquoi il a fait ça? Elle était gentille comme tout. J'espère quand même d'avoir la vérité avant de partir à l'autre monde avec elle. Mais un incroyable rebondissement vient de lui redonner espoir. Paquita Parra a été assassinée le 3 décembre 1998. Son corps carbonisé avait alors été retrouvé au volant de sa voiture incendiée près d'Angoulême, sur une route isolée, en bordure de ce bois. Faute de preuves, sans meurtrier et encore moins de mobile, l'affaire Paquita avait été mise en sommeil. Mais 20 ans plus tard, un nouvel élément vient relancer l'enquête. La découverte d'une boîte contenant des effets personnels de la jeune femme à quelques centaines de mètres du lieu du crime. Et le plus surprenant, c'est qu'après analyse, cette boîte n'aurait pas passé 20 ans sous terre, mais aurait été déposée tout récemment. Alors par qui? Par le meurtrier? Ou bien un témoin qui chercherait à guider les enquêteurs au travers d'un jeu de pistes morbide? Jeudi dernier, au sud d'Angoulême, David est l'un des 5 frères de Paquita. Il a toujours su que des indices finiraient par émerger. Les documents étaient dissimulés sous des feuillages. C'est un groupe de lycéens lors d'une sortie pédagogique qui a pu découvrir ces documents-là. Grâce à cette découverte, l'enquête a pu être lancée. Il y a 6 mois, des collégiens effectuent une sortie scolaire dans les bois, avec comme objectif de rapporter des objets insolites. Et c'est totalement par hasard que l'un des adolescents va tomber sur la fameuse boîte. Voici ce qu'il découvre. 2 cartes de fidélité de magasin, le badge professionnel du supermarché dans lequel Paquita travaillait, mais aussi le porte-chéquier de sa banque, et un pull vert posé à côté de la boîte. Aucun n'est abîmé par le temps. Pour les enquêteurs, ces effets personnels ont été déposés récemment pour que quelqu'un les trouve. Ce n'est qu'en juillet dernier que les gendarmes dévoilent à la famille de la jeune femme cette découverte. Pour David, un autre élément reste troublant. Pour vous situer, nous sommes à cet endroit-là. Le lieu où on a découvert le corps de Paquita carbonisé dans son véhicule est situé ici. À vol d'oiseau, on est à 1 kilomètre, ce qui est très près. On peut imaginer beaucoup de choses. Une chose est certaine, les personnes qui ont commis ce meurtre sont des personnes qui maîtrisent ce secteur. Totalement. Ça, c'est une certitude. Pour David Parra, le fait que le ou les assassins soient de la région ne fait aucun doute. Car depuis le début, l'enquête sur l'assassinat de Paquita est riche en rebondissements. Le 3 décembre 1998, Paquita Parra quitte à 17 h le supermarché où elle travaille. Elle passe chez elle en coup de vent, puis se rend à la gendarmerie. Elle souhaite s'expliquer sur un chéquier qu'elle a déclaré volé
Il est 18h15. Il fait déjà nuit en cette soirée d'hiver. Mais la jeune femme va également solliciter les gendarmes pour toute autre chose, sans réelle explication. Elle demande à être placée sur écoute. Ils ne la prennent pas au sérieux, car elle paraît détendue. Ils lui demandent de repasser 2 jours plus tard. Pourtant, ce n'est pas une demande anodine. De qui a-t-elle peur? Paquita retourne alors à son domicile. Elle y reste 1 heure selon son voisin. Quand elle reprend la route, que fait-elle ensuite? Mystère. Un homme déclare l'avoir aperçue sur le lieu du drame vers 22h15, stationnée au volant de sa voiture. Et selon lui, elle semblait se cacher à son passage. Vers 3h du matin, des gendarmes découvrent la voiture calcinée, le corps de la jeune femme carbonisé. Étonnamment, aucune autopsie n'est pratiquée. Impossible de connaître les causes de sa mort. Seules des analyses révèlent l'absence de fumée dans ses poumons. Paquita a donc été tuée avant l'incendie de la voiture. Jean-François Barré était jeune journaliste à l'époque. Il a couvert l'affaire pour le quotidien local. Dès le départ, personne ne comprend ce qui a pu se passer. Il n'y avait pas aucune trace d'accélérateur de feu. Il y avait le pare-brise qui avait visiblement été démonté. On ne sait pas trop comment. Et les enquêteurs sont partis dans le flou le plus total, puisque pas de témoins, pas d'éléments, pas de traces, pas d'indices. Pourquoi le pare-brise est-il démonté? Pas de réponse. En tout cas, les enquêteurs sont persuadés d'une chose. Elle avait rendez-vous avec son meurtrier. C'est à l'écart de tout, sur la commune de Puy-Moyen. Au bout d'une route assez lugubre à parcourir l'hiver en plein mois de décembre. C'est pas un endroit où on descend naturellement se promener quand on est une jeune femme réputée assez peureuse, assez craintive. Les gendarmes fouillent alors dans la vie de la jeune femme. En surface, Paquita semble sans histoire, appréciée de ses collègues et épanouie en famille. Comme en témoignent ces vidéos. C'est aussi une jolie femme très courtisée par les hommes, suscitant parfois des jalousies. Et justement, il y en a un qui était particulièrement possessif avec elle. Nous l'appellerons Christophe. Paquita avait mis fin à leur relation 1 an plus tôt, car il s'est montré violent avec elle. Il lui aurait même cassé 2 dents. Mais surtout, elle le revoyait régulièrement, depuis quelques mois. Elle savait qu'il était toxique, elle nous le disait elle-même, mais malheureusement, elle revenait vers lui ou il revenait vers elle. Et donc, il y a eu des moments de violence, des coups. Parce qu'on a pu savoir cela après des certificats médicaux. On a pensé toujours à lui, tous. Et bon, sans savoir, hein, si c'est pas... On pouvait dire que c'était lui, mais bon, c'est le seul ennemi qu'il y avait. Une piste qui sera confirmée par le profil psychologique de Christophe, rédigé par une profileuse missionnée par la justice. Cette experte ne le rencontre pas, mais elle rend un rapport accablant. Au plan psychologique et criminologique, la personnalité de Christophe est totalement compatible avec un passage à l'acte meurtrier sous le coup d'une frustration. Mis en garde à vue, Christophe nie être le criminel, mais il est placé en détention provisoire. Sa famille, convaincue de son innocence, engage alors un détective privé. Mais pas n'importe lequel. Roger-Marc Moreau, celui qui a fait tomber le tueur en série Francis Holm. Il reprend l'enquête à zéro et découvre que les gendarmes ont mis de côté un alibi incontestable. Ce soir-là, Christophe dînait dans un restaurant avec un ami. Il a un alibi en béton. Il a passé la soirée dans un restaurant. Il y avait une dizaine de personnes qui l'ont vu. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont restés quasiment jusqu'à la fermeture. Donc, ils ne pouvaient pas être sur place. D'autant qu'après avoir déposé son ami, eh bien, il va aller chez d'autres personnes, vont me confirmer qu'effectivement, ce soir-là, il est venu chez eux, comme ça lui arrivait parfois, et ils ont bu un verre, tous les 4.
veux dire, il n'y a aucune possibilité simplement matérielle pour que ait commis cet assassinat. Grâce à la contre-enquête du détective qui démontre des investigations menées à charge et qui discrédite le rapport de la profileuse qui a orienté les enquêteurs, la justice annule les charges retenues et relâche Christophe après 1 an de prison. Christophe habite toujours la région. Nous sommes allés le rencontrer mercredi dernier. Il ne souhaite pas s'exprimer à visage découvert. Mais il dénonce une enquête bâclée. La garde à vue, elle a duré 3 jours. Les flics, ils essayaient de distordre mon emploi du temps. Ils ont tout fait pour me mettre la pression, pour me faire cracher, pour me faire avouer, si vous voulez. Heureusement que j'étais au restaurant cette soirée-là, parce que sinon, je crois que j'aurais été même. Je suis passé de connaître la vérité, moi aussi. Cette histoire de papier, de machin à retrouver, je trouve ça bizarre quand même. Il y en a qui veulent peut-être libérer leur conscience. Depuis sa libération en 2000, aucune autre personne n'a été inquiétée. Les gendarmes ont-ils négligé d'autres pistes en se focalisant sur Christophe? Pour l'avocate de la famille de Paquita, cela ne fait aucun doute. Alors toutes ces pièces, pour moi, c'est un fiasco judiciaire. Il y a aussi d'autres personnes dans le dossier qui peuvent avoir commis ce meurtre et les portes n'ont pas été fermées. C'est ça la difficulté du dossier. Mais depuis la semaine dernière, l'avocate en est convaincue. La boîte contenant les effets personnels de Paquita, retrouvée récemment, pourrait tout changer. Les objets retrouvés il y a peu de temps, c'est pas anodin, c'est un signe. C'est un signe de quelqu'un qui veut parler, c'est un signe qui veut nous dire quelque chose. En tous les cas, ceux qui peuvent parler, eh bien que les langues se délient et qu'on vienne nous dire ce qui sera déterminant dans le cas de ce dossier. Qui a mis ces documents dans ce bois? Est-ce que c'est un jeu de piste? Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont déposé ces documents dans ce bois et qu'il faut qu'ils arrivent à venir dire la vérité. Chaque semaine, Carmen et David viennent inlassablement renouveler leurs promesses faites à Paquita. Celle de tout faire pour que ce crime ne soit pas impuni. Et la vérité doit éclater, rien que pour l'honneur de Paquita. J'attendais savoir ce qui s'est passé, pourquoi. La maman aimerait que le mystérieux informateur sème de nouveaux indices et que les experts de la gendarmerie scientifique parviennent à faire parler cette boîte contenant les objets de sa fille, en trouvant un ADN qui les mènera tout droit au tueur de Paquita.